Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour, Vous Kevin. êtes journaliste au Figaro en rubrique débat et opinion et au Figaro Vox. Vous sortez votre troisième livre qui s'appelle La guerre des idées chez Robert Laffont. Un livre qui traite de l'état du débat d'idées actuel. Alors, qu'est-ce qui distingue, selon vous, notre époque en termes de débat d'idées à la précédente, celle des années 80-90 par exemple? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes. D'abord, il y a, en fait, notre époque se caractérise à la fois par davantage de pluralisme et davantage de sectarisme, ce qui peut sembler paradoxal. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, le spectre du débat d'idées s'est élargi aujourd'hui par rapport au consensus libéral des années 80-90, où effectivement, on avait l'impression de vivre le temps du débat, d'un dialogue apaisé et de la confrontation d'idées, alors qu'en réalité, il n'y avait plus d'adversaire puisque la gauche radicale avait été emportée avec la chute du communisme et que la droite conservatrice existait à peine dans la lignée de Raymond Aron, mais il n'y avait pas énormément. Il y avait une espèce de libéralisme centriste qui régnait. Et aujourd'hui, c'est vrai que le spectre du débat d'idées est plus large, dans le sens où effectivement, on a une droite conservatrice qui a des intellectuels dans le débat public, qui prend la parole. Il y a des intellectuels populistes, il y a des intellectuels de gauche radicale. Et donc, en fait, le spectre est plus large, plus de voix s'expriment, plus d'options idéologiques sont sur la table. Mais en même temps, il y a un sectarisme nouveau qui est indéniable et qui ronge aussi le débat public. Et ce sectarisme, je dirais qu'il diffère du vieux sectarisme marxiste des années 60-70 qu'on a connu à l'université, où effectivement il y avait un ostracisme. Quand Sartre dit tout anticommuniste est un Est un chien. chien, ou quand Beauvoir dit qu'il n'y a pas de penseur de droite, elle fait preuve d'un sectarisme inouï. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que c'est un sectarisme fondé sur le sentiment, ou sur le ressentiment d'ailleurs, où finalement on veut interdire des idées dans le débat public, non pas parce qu'on les juge fausses, mais parce qu'elles nous blessent. Et donc c'est toute cette génération qui manifeste un droit à ne pas être offensée et qui considère que finalement certaines idées sont inaudibles, qu'elles ne doivent même pas exister dans le débat d'idées parce qu'elles blessent mon intimité, mon identité profonde, etc. Et ça, je crois que c'est vraiment un phénomène nouveau, inédit, même dans l'histoire du débat d'idées, que les idées soient à ce point-là criminalisées. Et je pense que ça tient aussi à la diffusion d'une sorte de vulgate bourdieusienne autour de la violence symbolique qui a été élargie de façon complètement inconsidérée. Et l'idée que finalement la violence des dominants à l'égard des dominés s'exerce aussi par les idées, par les symboles, par les opinions, et que du coup il faut censurer ces opinions parce qu'elles font du mal aux individus. Et je crois que c'est très dangereux parce que effectivement ça étouffe le débat. Dans votre livre, vous évoquez les débats du début du XXe siècle et vous expliquez qu'à l'époque, les débats pouvaient être très violents, mais il y avait quand même une forme de culture commune qui faisait qu'on pouvait encore se retrouver. Pourquoi aujourd'hui c'est plus possible? Oui, je cite notamment Vinocq dans Le siècle des intellectuels, qui montre bien qu'à l'époque, des adversaires aussi enragés, par exemple, que Malraux et Drieux, qui étaient l'un communiste, l'autre proche des fascistes, pouvaient quand même dialoguer, etc. Il prend d'autres exemples, par exemple Barrès et Zola, qui pouvaient déjeuner ensemble et ensuite s'écharper sur l'affaire Dreyfus. Il y avait quand même une espèce de communauté culturelle. C'était des gens qui partageaient d'ailleurs, je pense, un amour des lettres déjà et de la culture, qui faisait qu'ils avaient une espèce de communauté, d'humus culturel partagé, qui faisait qu'ils s'estimaient quand même les uns les autres un minimum. Aujourd'hui, c'est vrai que cette communauté d'esprit est fracassée. Effectivement, on assiste à véritablement une forme d'archipélisation de la vie intellectuelle, pour reprendre la formule de Jérôme Fourquet pour parler de la société française, où il dit que la société française finalement est divisée en îlots qui ne communiquent plus, qui n'ont plus les mêmes références. Et c'est un peu ça dans la vie intellectuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de culture partagée, de grands espaces de débat des penseurs qui finalement ne partageaient pas la même vision du monde, mais qui s'estiment quand même et qui se lisent mutuellement, qui se critiquent, etc. Chacun parle à son public.
On a des penseurs de droite qui parlent à un public de droite, des penseurs de gauche qui parlent à un public de gauche, et personne n'essaie de convaincre l'autre côté. Et je trouve ça assez, en effet dramatique. C'est un peu la Netflixation de la vie des idées. Et je pense que c'est très embêtant parce que je pense qu'un camp ne détient pas l'entièreté de la vérité et que la vérité, elle surgit aussi de la confrontation et de la conversation civique et intellectuelle. Selon vous, en fait, il y a 3 phénomènes marquants au débat actuel. Il y a un renouveau conservateur, une résurrection de la gauche radicale et un crack idéologique des libéraux. Pouvez-vous revenir là-dessus? Oui, alors le renouveau conservateur, effectivement, j'estime qu'il s'est cristallisé au moment, je dirais, sous le quinquennat de François Hollande, quand la gauche était au pouvoir. D'ailleurs, on observe souvent que un camp intellectuel est puissant quand le pouvoir adverse, le camp intellectuel se construit par rapport au pouvoir. Et donc, effectivement, quand François Mitterrand, par exemple, est au pouvoir, donc les socialistes sont au pouvoir, on voit que jamais la pensée de gauche reflue, et c'est le retour un peu du libéralisme intellectuel. Et sous le quinquennat de François Hollande, on voit que la gauche intellectuelle est exsangue, qu'il y a un renouveau de la pensée conservatrice. Enfin, sous Mitterrand, il y a quand même 2 phénomènes qui sont le tournant néolibéral Oui, partout ailleurs, oui. et puis l'effondrement du bloc soviétique. Oui, alors mais que sous François Hollande, on n'a aucun phénomène extérieur. Sauf que l'effondrement du bloc soviétique, elle intervient en 89, à la fin du quinquennat. Mais Ouais, déjà, mais bon, dès le début, en vu- 1981, vous avez un article dans l'Esprit qui dit le silence des intellectuels, qui s'étonne justement que la gauche ne réagisse, soit morte. Mais bon, il y a l'archipel des goulags Et l'archipel du avant, goulag, exactement. Mais qui a détruit un peu l'idée oui, tout à fait. communiste, en fait, avant. Mais, et d'ailleurs, on pourrait dire, par exemple, aujourd'hui, un libéral est au pouvoir, mais il y a un crack du libéralisme, etc. Et bon, bref, sous le quinquennat de François Hollande, donc il y a un renouveau de la pensée conservatrice qui se cristallise en effet au moment aussi, autour d'un événement qui est celui de la Manif pour tous, où effectivement, des gens qu'on considérait aux marges de la société et dans les oubliettes de l'histoire ressurgissent et finalement théorisent ce qui pour eux peut-être paraissait une évidence, c'est-à-dire l'importance de la famille, de la différence des sexes, des choses qui pour le conservateur paraissent évidentes ou relever du bon sens et qui ne sont plus partagées par l'ensemble de la société, et donc qui nécessitent un effort de théorisation. Et donc on voit toute une série de penseurs conservateurs surgir. Essayer de théoriser ça. Et puis, effectivement, il n'y a pas eu que la Manif pour tous, mais il y a aussi eu la crise migratoire, les attentats, etc. Toute cette série d'événements qui ont finalement... qui ont été des adjuvants du réel qui ont fait avancer la pensée conservatrice, notamment sur l'exigence de frontières, de limites, que ce soit tant au niveau migratoire qu'au niveau bioéthique et au niveau du rapport à l'islam et à l'autre. Et donc il y a eu cette espèce de poussée conservatrice qui s'est traduite par la victoire de Fillon à la primaire en 2017, mais qui a été bloquée net par la victoire d'Emmanuel Macron. Et la victoire d'Emmanuel Macron qui est paradoxalement, à mon avis, le chant du cygne du libéralisme, puisqu'on a eu un président libéral, alors même que le libéralisme subit un véritable crack idéologique, parce que effectivement, il est complètement passé de mode, si j'ose dire. Il a été très fortement remis en question, à la fois par la crise de 2008, par effectivement la crise de la mondialisation et les inégalités qu'elle génère, qui ont été rendues visibles par la crise des Gilets jaunes, mais aussi par la pandémie, qui a opéré un retour de l'État. Tous ces événements ont fait que la pensée libérale, aujourd'hui, elle est plutôt exsangue et qu'elle peine à se renouveler, alors que précisément, elle pourrait... la défense de la valeur de la liberté pourrait être importante aujourd'hui. Deux signes de ça qui sont assez visibles dans votre livre, c'est un peu la victoire des éditorialistes conservateurs, Zemmour en tête. Ces éditorialistes font recette, alors que chez les libéraux, on peine à trouver d'équivalent à Zemmour ou même à De Villiers. Oui. Et puis les libéraux qui semblent se replier sur les think tanks. Tout à fait, oui, exactement. La pensée libérale est devenue moins théorique, mais plus applicative. C'est-à-dire, c'est la pensée de la réforme. C'est tous les think tanks qu'on ne compte plus, que ce soit l'Institut Montaigne, la Fondapol, etc. Tous ces think tanks libéraux qui proposent en fait des réformes clés en main au gouvernement, mais qui ne pensent plus véritablement de façon théorique qu'est-ce que le libéralisme. Il n'y a pas vraiment de penseurs du libéralisme aujourd'hui. Pour moi, il y a 2 exceptions. C'est d'une part François Sureau, avocat des libertés, et de l'autre Gaspard Koenig, qui a évolué, je pense, d'un technolibéralisme justement qui était purement dans la critique de l'État,
à quelque chose à une quête plus profonde des racines intellectuelles du libéralisme. Mais c'est vrai que... Qui ont deux points communs, c'est d'être aussi deux littéraires et puis Exactement. d'être peut-être un peu plus anti-moderne que les autres aussi. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, oui, D'être de moins ne pas progressiste. être ce que j'appelle les technolibéraux, c'est-à-dire ceux qui sont dans une espèce de progressisme un peu naïf à Laurent Alexandre ou à la C'est ça. Harari, qui consiste à dire finalement le progrès c'est formidable, regardez, les gens vivent jusqu'à C'est 100 ça. ans aujourd'hui, sans voir le pendant culturel, sociétal et métaphysique même de ce progrès. Et effectivement, troisième mouvement de balancier important, je pense, c'est effectivement la résurrection de la gauche radicale, qui avait été complètement balayée par la vague libérale des années 80-90 et qui commence à renaître en 95 avec les grèves contre la réforme des retraites et Bourdieu qui réendosse ce costume de Sartre, de l'intellectuel au service du prolétariat, et qui ne cesse depuis de progresser. Après 2005, la publication par le Comité Invisible, de l'insurrection qui vient, après la crise des banlieues, donc qui théorise le recours à la violence et à l'insurrection pour renverser le pouvoir. Et depuis, ça ne cesse effectivement cette montée en puissance de la gauche radicale qui se manifeste à la fois par un retour de la critique du capitalisme, que ce soit par des penseurs populistes comme Chantal Mouffe, etc., mais aussi par une radicalité qui est plus sur les enjeux identitaires de la race et du genre, qui évidemment prospère à l'université. Sur le capitalisme, on peut aussi dire que la gauche radicale est aidée par le réel, la crise de 2008. Exactement, bien sûr. Et c'est pour ça que dans mon livre, je dis bien que les idées ne sont pas indépendantes du réel. Et que effectivement la guerre des idées ne se passe pas dans le ciel des idées, enfin dans le ciel des idées, elle est effectivement dépendante du réel, et si certains perdent du terrain et d'autres en gagnent, c'est bien parce que les faits sont là pour leur donner raison ou pas sur certains points. Et effectivement, la crise de 2008 a été à cet égard déterminante pour faire renaître de ses cendres la gauche radicale. Vous évoquez également un tiers parti politique. Quel est-il ? Ah oui, je pique la formule du tiers parti intellectuel à Jacques Julliard, qui a utilisé cette formule pour désigner une partie de la gauche qui ne se reconnaît plus dans la gauche en vérité, et qui peine aussi à endosser l'étiquette de la droite. Et ce tiers parti intellectuel, c'est un peu ce que Daniel Hindenburg a appelé en 2002 dans son pamphlet Le rappel à l'ordre, les nouveaux réactionnaires, c'est-à-dire il qualifiait cette partie de la gauche qui, selon lui, avait dérivé vers la réaction. Et il citait notamment Alain Finkielkraut, Jacques Julliard, Marcel Gauchet, puis plus tard, il mettra dans le sac Pierre Nora, etc. Donc c'est une partie de la gauche, disons, universaliste. Il y avait aussi des gens de droite dans ce pamphlet, aussi Pierre Manant, par exemple. Il y avait Pierre Manant qui a été retiré depuis pour son livre Situation de la France, dont il estimait qu'il avait été... il a été blanchi par ce livre. Sur les musulmans. Oui, c'est pour ça que ça ne recoupe pas exactement. Pour moi, le tiers parti intellectuel, c'est plus cette partie de la gauche universaliste et républicaine qui s'est détachée de la gauche sur trois sujets. La question de l'islam, la question de l'école et la question de l'immigration. Et effectivement, ça a commencé en 1989 avec l'affaire du voile de Creil, où la gauche est extrêmement divisée. Vous avez une partie de SOS Racisme une partie de SOS Racisme défend les jeunes filles voilées, une partie de la gauche, dont par exemple Gisèle Halimi ou Elisabeth Badinter, Régis Debray, disent il est hors de question qu'on défende le voile est un symbole d'asservissement, donc ça se fait à partir de cet objet, le voile, et après ça ne cesse de continuer jusqu'à Charlie Hebdo, les deux gauches irréconciliables de Manuel Valls, etc. Et aujourd'hui, cette guerre des gauches, elle est à son point de non-retour, évidemment. Hein. On en voit les manifestations tous les jours. Un autre membre de ce tiers parti, c'est Michéa, qui lui n'a pas grand-chose à voir avec la gauche républicaine pourtant. Oui, alors justement, je distingue dans mon livre le tiers parti intellectuel, qui est plutôt cette gauche qui est à la fois réformiste, républicaine, universaliste, et ce que j'appelle les dissidents populistes de gauche, donc, dans lesquels je mets Michéa, Christophe Guilluy et Michel Onfray, qui sont, eux, à la fois non réformistes, ils sont dans la critique du capitalisme et de la mondialisation libérale, et en même temps, qui refusent
qui refuse l'agenda indigéniste, pour le dire rapidement, qui consiste à privilégier les minorités aux classes Ce populaires. que vous appelez les intellectuels en gilet jaune. Exactement, Oui. voilà. Vous avez évoqué la guerre des gauches, mais quelque part, la guerre intellectuelle n'existe pas au sein de toutes les familles. Typiquement, prenons la pandémie. On voit des libéraux qui vont défendre le confinement et d'autres libéraux avec des arguments très libéraux pour le coup s'opposer au confinement en disant que ce sont des restrictions de liberté. Chez les conservateurs, on a aussi de grandes Mm. divergences et au sein de la gauche, effectivement, aujourd'hui, on a quand même au sein de la gauche radicale, on a une gauche universaliste et une gauche, on va dire, identitaire qui s'opposent. Oui. Est-ce que finalement, sur plein de sujets, ces familles ne sont pas autant divisées Oui, évidemment, je pense que les familles sont divisées partout. Mais disons que c'est plus, comment dire, c'est plus choquant à gauche dans le sens où la gauche a un agenda idéologique plus précis Mhm. et un système idéologique, a toujours voulu avoir un système Mhm. idéologique plus précis que la droite. La droite, par essence, n'a pas vraiment de Ah. système idéologique et est un mélange de courants très divers, en effet, Mhm. les conservateurs, les libéraux, etc. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur la pandémie parce que, effectivement, la pandémie a été l'occasion d'une recomposition de Ouais. ce paysage intellectuel. Et on a vu, par exemple, des libéraux et des conservateurs s'allier contre le Mhm. confinement. Par exemple, quelqu'un comme Pierre Manant, Ouais, quelqu'un comme Gaspard Koenig, c'est ça. critiquer l'emprise de Mhm. l'État sur les... Voir des gens de gauche radicale comme Barbara Stiegler. Exactement, critiquer le... C'est un peu plus marginal, mais le journal La Décroissance est vent debout contre le confinement. Ouais. Non, effectivement, ça a été très intéressant. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, la fracture au sein du libéralisme sur ce sujet, Oui, parce que vous avez des gens très libéraux qui se sont mis à défendre le confinement par sanitarisme. c'est ça. Et ça montre très bien, d'ailleurs, à mon avis, ce qu'avait très bien identifié Foucault dans Surveiller et punir, à savoir que comment dire, le biopouvoir est concomitant à l'émergence du libéralisme. Il y a toujours eu cette division dès le début du libéralisme, c'est-à-dire que le moment où le libéralisme politique s'installe au XVIIIe, c'est aussi le moment où on crée des prisons, où le biopouvoir s'installe, où l'État est de plus en plus présent dans les vies individuelles, où il prend en charge les corps. Et c'est intéressant de voir cette concomitance, et je pense que les libéraux sont toujours traversés par ce paradoxe, avec d'un côté... aujourd'hui, des libéraux authentiques qui défendent les libertés individuelles et de l'autre, des néolibéraux qui défendent une forme d'utilitarisme, c'est-à-dire la santé du plus grand nombre. Et on voit très très bien ce clivage aujourd'hui et c'est très intéressant de voir ces recompositions. Et dans votre livre, vous évoquez l'histoire. Pour vous, l'histoire, en fait, le féminisme et l'antiracisme sont un peu les nouveaux champs de bataille idéologique. En quoi? Parce que c'est effectivement, les champs de bataille, en tout cas, où les affrontements sont les plus violents, les plus durs entre intellectuels, et notamment à gauche. Dans le féminisme, vous avez effectivement un affrontement qui est particulièrement vrai en France, entre un féminisme, je vais dire, à l'ancienne, universaliste, qui effectivement est pour l'émancipation des femmes, mais ne prône pas pour autant l'abolition de la différence des sexes, et un néo-féminisme qui est plus, qui lui, prône l'abolition complète des La destruction de différends, tout. Enfin, la déconstruction, pardon, voilà, de tout, quoi. la déconstruction de la différence des sexes, mais en avant les transgenres comme un combat essentiel, etc. Voilà, et on voit que le clivage est très 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 fort, même si les clivages ne se recoupent pas, parce que je pense qu'il y a trois grands clivages aujourd'hui dans le féminisme. C'est la question du voile qui divise effectivement les féministes universalistes, laïques, républicaines ou aux néo-féministes qui aujourd'hui disent les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Il y a la question du rapport au corps et aux technologies, c'est-à-dire celles qui sont opposées à la PMA pour toutes, à la GPA, et celles qui disent finalement les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Et la question des violences sexuelles, qui est le troisième grand clivage, entre celles qui disent finalement c'est aujourd'hui la question majeure, c'est celle des violences sexuelles, et il faut déconstruire le patriarcat dans les têtes après l'avoir déconstruit dans la loi et tout ça, etc.
et celles qui ont un discours un peu plus modéré sur ce sujet, en disant attention, respectons l'état de droit, les violences sexuelles, oui, il faut les combattre, mais attention au débordement, etc. Et on voit que voilà, c'est un sujet, c'est un champ effectivement idéologique très mouvant. Et sur la race, c'est un peu pareil. On a effectivement un affrontement entre le vieil antiracisme, à la fois universaliste et multiculturaliste des années 80 et SOS Racisme, qui est en train de se faire dévorer par la nouvelle génération identitaire qui prône la déconstruction du privilège blanc et qui finalement fait retourner dans le débat la race dont la première génération avait voulu se débarrasser. Oui, mais actuellement, sur cette question, il y a une sorte de retour, on va dire, un peu du premier groupe, avec par exemple le livre de Boy-Noiriel. On a l'impression qu'une contre-offensive est aussi menée par les universalistes, non? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi Elisabeth Roudinesco qui a publié un livre contre les dérives identitaires. En fait, on ne compte plus les ouvrages de gauche. Il y a eu le livre de Caroline Fourès, le livre de... je ne sais plus comment il s'appelle, La gauche contre les Lumières. Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa, exactement. Donc il y a eu énormément, il y a quasiment plus de critiques de la race, du retour de la race dans le débat public et du postcolonialisme qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Donc c'est vraiment un débat quasiment interne à la gauche. Et d'ailleurs, j'observe que bien souvent, la gauche joue les arbitres des élégances sur cette question, c'est-à-dire qu'elle s'octroie... Enfin, elle critique ses propres dérives identitaires tout en s'octroyant le monopole de ses critiques. C'est-à-dire que quand la droite le fait, elle renvoie dos à dos l'identitarisme de droite et l'identitarisme de gauche dans une espèce de tenaille identitaire qui, à mon avis, une symétrie qui ne tient pas. Parce que je pense qu'en faisant ça, on fait semblant, enfin, on confond... on joue sur la polysémie du mot identité, c'est-à-dire que c'est une chose de dire que finalement l'identité c'est la couleur de peau ou l'appartenance sexuelle, et une chose de défendre l'identité comme par exemple la culture française qui a une dimension universelle aussi. Et je pense qu'on joue sur la polysémie du terme identité pour renvoyer... Mais chez les identitaristes de droite, on peut aussi trouver une défense. Oui, mais vous reconnaîtrez que cette génération identitaire, par exemple, on est sur l'idée d'une Europe blanche. Oui, mais ça, qu'il existe un identitarisme de droite, j'en suis bien d'accord, mais qui d'ailleurs peut être suprémaciste, mais c'est extrêmement minoritaire en France. Là où l'identitarisme de gauche, il est quand même... il y a une attaque qui se veut... Il faudrait la quantifier exactement, mais elle est loin d'être négligeable dans les universités, etc. Donc je pense que le mettre sur le même plan, c'est donner le beau rôle de vouloir être au milieu, de repousser les deux phénomènes. Et enfin, aujourd'hui, en tout cas, je n'entends pas de penseurs à droite à l'université qui ont théorisé la suprématie blanche. Ou qui ont théorisé l'importance de la race blanche. Mais ça renvoie peut-être à une autre question ou à autre chose que vous montrez dans votre livre, c'est que les universitaires sont majoritairement de gauche, 74% je crois. Oui, dans votre livre. je retrouve effectivement, c'est assez intéressant. Pourquoi les universitaires sont majoritairement de gauche? En fait, c'est une enquête qui avait été faite en 2015. Que pensent les penseurs, les opinions des universitaires, menée auprès de 2000 enseignants-chercheurs français. Et donc, ils sont à 51% à être hostiles au marché, contre 30% pour l'ensemble des Français. 73% des universitaires qui se positionnent à gauche, contre 36% en moyenne pour les Français en 2015. Et ça doit être encore moins aujourd'hui. Et en plus, c'est plus radical puisqu'il y a 23% de révolutionnaires chez les universitaires, contre 16% chez les Français, et seulement 1% qui s'affichent conservateurs. Donc effectivement, et ça Pardon, juste pour revenir à ce que j'allais dire, c'est que les universitaires sont très majoritairement à gauche, mais avec une audience relativement limitée. Leurs étudiants et les revues académiques. Éric Zemmour est l'homme le plus écouté en France après les politiques. Oui, mais vous savez, bien sûr, parce que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la gauche s'est repliée dans le bastion universitaire, dans lequel elle s'est claquemurée d'ailleurs, avec un mépris d'ailleurs pour la télévision, pour les grands médias, qui a été longtemps théorisé, notamment par Pierre Bourdieu, qui pensait que la télévision c'était le mal, c'était une structure de péché, il fallait pas y aller. C'était un endroit où on ne pouvait pas dire des choses intéressantes, on ne pouvait pas... Donc il y a eu aussi ce snobisme qui a été théorisé,
Nous, les gens de gauche, la science, les universitaires, nous n'allons pas nous frayer dans les médias, etc., qui sont inféodés au capitalisme et à la réaction. Et donc, ça aboutit à quoi? Qu'effectivement, les penseurs conservateurs et de droite on peut à peu essayer de conquérir cet espace-là. Mais effectivement, vous me parlez d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour, il est présent sur une chaîne de télévision qui reste une chaîne d'info continue. Je vous rappelle quand même que le service public, notamment Radio France, à mon avis, est quand même hégémoniquement de gauche. La télévision publique également. Je pense que si on faisait un sondage chez les journalistes, parmi les professions de journalistes, l'écrasante majorité on est est bien de à gauche. 80%, mais, voilà, donc mais, il mais faut... ce que je veux dire, Éric Zemmour est capable de vendre plus de 500 000 livres. Je ne connais pas d'intellectuels de gauche aujourd'hui qui en vendent autant, à part voilà, Stéphane Hessel, c'était il y a 12 ans. Tout à 11 fait, ans. mais je pense que la gauche doit s'interroger aussi sur les raisons de cela. Pourquoi effectivement elle ne vend pas de livres? C'est intéressant comme question. Et je pense que effectivement, mais je pense que c'est problématique. Il y a une dissociation qu'effectivement que l'université soit autant dissociée du sens commun et de l'ensemble de la société, qu'il y ait des tels écarts. Effectivement, ne peut conduire qu'à une incompréhension dont on voit aujourd'hui les résultats quand il y a ces polémiques sur l'islamo-gauchisme, etc. Alors justement, que penser de cette polémique de l'université? Peut-on vraiment dire que l'université est gangrénée par l'islamo-gauchisme? Le terme n'est-il pas assez malheureux? Je pense qu'on peut gloser. Le terme, vous le défendez dans votre livre d'ailleurs. Oui, je consacre. Je dis quand même qu'il est souvent employé à tort à travers comme un nom d'oiseau, mais qu'il a le mérite quand même de désigner une chose qui me paraît une évidence, à savoir, si ce n'est une alliance, en tout cas une empathie d'une partie de la gauche envers l'islamisme, et ce pour plusieurs raisons. Moi, je dirais plus envers les musulmans. Oui, envers les musulmans. Et pas pour leur religion, mais parce qu'ils sont vus ou perçus comme les derniers damnés de la terre. Voilà, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a effectivement... la première raison, c'est une forme de tiers-mondisme et d'anti-occidentalisme de la part de l'élite intellectuelle. Et ça c'est le premier, c'est Sartre, effectivement, qui construit même cette haine de l'Occident dans ces espèces de... il a une phrase où il dit, dans la préface au Damnés de la Terre de Fanon, et il a une phrase où il dit nos valeurs, si on les regarde attentivement, il n'y en a pas une dont les ailes ne sont pas tachées de sang. Donc c'est vraiment, tout ce que l'Occident a pu défendre de beau, de grand, de vrai, de juste, en fait, est taché de sang. Et donc voilà, c'est une déconstruction. Donc ça se retrouve chez Sartre, puis dans l'admiration que Foucault a pu avoir dans la révolution iranienne. Puis ça se poursuit pendant le conflit israélo-palestinien avec la prise de parti d'une partie de la gauche pour fêter cause pour la cause palestinienne, qui a pu conduire à certaines alliances et de l'empathie pour certains partis. Sachant qu'avant le Hamas, la résistance palestinienne était relativement laïque. Oui, mais pas islamiste en tout cas. Oui, mais déjà dans les années 2000, le Hamas était là. Oui. Et ensuite, je pense que la deuxième grande raison, vous l'avez dit, c'est une espèce de prolétariat de substitution, c'est-à-dire que il faut, ce sont comme l'immigration a fait arriver des nouvelles populations sur nos territoires qui effectivement sont les plus pauvres et qui viennent qui ont comme pour religion l'islam, donc ne les méprisons pas, essayons de ne pas les rejeter, de les inclure, etc. Et du coup, fermons un peu les yeux sur les dérives que peut occasionner l'islam. Et la troisième raison, c'est l'analogie qui est faite entre le sort des Juifs et le sort des musulmans aujourd'hui, avec évidemment c'est Louis Plenel qui lance son J'accuse en reprenant l'antienne de Zola. Et donc et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on compare l'expression islamo-gauchisme à l'expression judéo-bolchevisme, alors que pour moi c'est très différent, puisque judéo-bolchevisme,
on accusait des juifs d'être derrière les communistes. Là, Hmm. on accuse. Enfin, Oui. c'est bien différent. On n'accuse pas comment dire, les L'accuse. musulmans d'être derrière les socialistes, mais plutôt une empathie, une forme d'aveuglement d'une partie de l'intelligentsia face aux dérives Hmm. de l'islam, ce qui est bien différent. Et je ne vois pas pourquoi. Enfin, j'avoue, ne pas comprendre pourquoi une partie de la gauche s'échine à ne pas reconnaître ce phénomène, à vouloir y rester aveugle et à dire, enfin, le communiqué du CNRS a été absolument hallucinant de dire que ce n'est pas un concept scientifique. Enfin, je veux dire, personne n'a jamais dit que c'était un concept scientifique. Il y a toujours cette idée, C'est vrai que c'est on un va concept plus polémique oui, que mais précis. je veux dire, en plus, ce sont les mêmes qui, depuis des années, emploient des concepts infamants pour désigner la Hmm. droite, c'est-à-dire néo-réactionnaire, national-populisme, ultra-conservateur. Enfin, quand ils parlaient de la manif pour tous, ils Hmm. ne prenaient pas des pincettes pour utiliser les étiquettes Voilà. appropriées en disant ah, tiens, ultra-conservatisme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont vraiment catholiques intégristes? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'avoue que ce soudain souci pour l'exactitude des Hmm. étiquettes me fait un peu sourire. D'accord. Bah écoutez, ce sera tout. Ce sera le mot de la Merci. fin. Au revoir. Merci beaucoup.